Maintenant, on va pouvoir passer dans la deuxième partie, donc avec Olivier Guérin. Olivier Guérin, qui est coach, qui a créé donc changement de vie, bien évidemment. Il a déménagé, il est venu au Québec, hein, et puis il a créé aussi une association de coachs qui est aussi intéressante. Donc, il va vous partager un petit peu son cheminement dans la vie matérielle, immatérielle aussi, un petit peu comme Philippe. Et donc, du coup, voilà, il va vous expliquer tout ça. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo, tout simplement. Allez, salut, à tout à l'heure. Bye bye. Bonjour Olivier, Bonjour Alex. je suis très content de t'accueillir pour un interview de à peu près 25 minutes, un petit peu sur ton chemin de vie, sur un petit peu ce que tu as vécu, et puis partager justement ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as réussi. Avant de passer à cette interview en tant que telle, je vais passer sur ta bio et puis tu pourras rajouter un certain nombre de choses si tu le souhaites. Alors, Olivier, donc Olivier Guérin, tu es coach professionnel, auteur et conférencier. Tu es aussi formateur et instructeur de méditation. Il y a quelques années de cela, tu as décidé de changer de vie et puis d'écouter ton cœur. Tu as quitté ton travail et changé de pays. Et maintenant, tu es donc coach et dernièrement, tu as coécrit un livre qui s'appelle L'équilibre intérieur pour une vie d'abondance en accord avec les quatre éléments. Tu as aussi développé un réseau international de coachs qui s'appelle Coaching Équitable. Et ton objectif de vie est de contribuer à l'épanouissement rapide et concret des personnes à titre personnel et professionnel. Donc beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? En fait, c'est parfait ainsi, Alex. Merci beaucoup. Et tu as couvert l'ensemble. Et ce que je tiens à ajouter, c'est que tout cela ne s'est pas fait en une seconde et en un instant. Ça a été le fruit d'un cheminement et on va en parler dans quelques instants. Ok. Tu as écrit donc ce livre, L'équilibre intérieur pour une vie d'abondance en accord avec les quatre éléments. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors, ce livre est le résultat d'une collaboration avec une partenaire, Anne-Hélène Spillemont-Castellan, rencontrée pendant le parcours de coaching que j'ai suivi il y a quelques années. Et en fait, je cherchais depuis longtemps à apporter aux personnes une approche novatrice, universelle, qui rejoigne chacun et chacune pour faciliter justement les transitions de vie, les changements, la gestion émotionnelle, la réalisation de projets concrets. Et s'il y a quelque chose qui est incontournable aujourd'hui dans notre vie quotidienne, même professionnelle, ce sont les quatre éléments. Ils sont là constamment, tout le temps. Et s'il en manque un, si on en supprime un, on sait ce qui se passe. Ça se passe pas très bien, voire plus rien ne se passe. Et redécouvrir notre relation à ces quatre éléments et à leur dynamique qui composent nos attitudes, nos comportements, nos émotions, notre motivation, notre créativité, on peut justement développer une maîtrise avec ces quatre éléments et cette approche des quatre éléments pour s'épanouir et réaliser des objectifs de vie que l'on a, que ce soit pour une transition de carrière, pour ce soit pour redéfinir ses valeurs de vie, que ce soit pour changer de maison, acheter un nouvel appartement ou vivre dans un nouvel lieu qui nous convient davantage. Et ce livre apporte en fait des clés, un processus et des clés, des moyens simples, concrets et utiles qui peuvent être appliqués à chaque personne pour justement réaliser ces changements et bien sûr vivre une vie épanouie et en équilibre. Parce que bien souvent, on tombe très souvent dans la performance. La performance, c'est bon, mais une surperformance non équilibrée, on arrive à ce qu'on appelle bien souvent aujourd'hui un burn-out. Hmm. Où, oui, je peux travailler 80 heures semaine, réaliser mes objectifs, ok, et en même temps ne plus en profiter parce que mon corps a accumulé tellement de tension ou de stress que finalement, oui, j'ai beaucoup d'argent, oui, j'ai un nouveau lieu de vie, oui, j'ai ce que j'ai envie d'avoir, mais finalement, j'en profite pas. Ouais. Et donc, c'est comment arriver à profiter dans l'abondance et dans l'équilibre, ce qu'on souhaite réaliser. Ok. Et l'équilibre intérieur en accord avec les quatre éléments propose justement une approche novatrice, complètement accessible à tout type de personnes, jeunes, enfants, adultes, pour se familiariser et vivre une vie épanouie. Hmm. D'ailleurs, on va faire une émission spécifiquement sur ce livre dans les semaines qui vont arriver. Donc on aura l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur dans ce livre. Merci Alex, avec plaisir. Alors, je vais te poser une première question et puis on va rebondir un petit peu comme ça, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure? Alors cette aventure de transition, elle s'est faite progressivement, hein. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans
comme cadre dans une entreprise de télécommunications internationales, des grands opérateurs télécoms mondiaux. Et effectivement, j'avais un bon statut social, un bon revenu, une vie sociale établie. Et effectivement, pendant plusieurs années, j'étais très content de ça, de réaliser de la performance, d'en profiter, d'acquérir des biens. Et petit à petit, cette satisfaction, ce plaisir s'est émoussé. Et ce qui s'est ressenti progressivement, c'était une forme de manque, un goût fade. Oui, j'allais au restaurant, j'avais des amis, je sortais, j'avais du plaisir, mais quelque chose progressivement au fond de moi n'était pas nourri. Et à cette époque-là, je vivais ce que j'appelle aujourd'hui dans une non-conscience, le fait que tout allait bien, mais en fait pas l'essentiel, pas le fondamental. Et ce fondamental, au fur et à mesure, il s'est révélé à travers, je dirais, un manque d'intérêt, une baisse de motivation, et ensuite vraiment l'impression d'avoir un goût fade par rapport au plaisir et aux joies de la vie, même avec une très belle situation et un confort social, sécurité. Et ce besoin, ce manque s'est fait ressentir de plus en plus à un point qu'il ne pouvait plus être ignoré en fait. Au début, c'était un léger ressenti, ensuite une intuition, et ensuite vraiment plus qu'une intuition, une certitude, une conviction que ça ne correspondait plus, la vie que je menais ne correspondait plus. Et ayant découvert, quand j'ai changé de pays, je suis d'origine française, j'ai émigré au Québec en 2008, il y a donc 8 ans. Et en arrivant au Québec pour une relation amoureuse, pour une passion amoureuse, avec un nouveau travail, toujours dans les télécoms, cette passion amoureuse, comme toute passion, n'a pas duré. Et je me suis retrouvé effectivement dans un nouveau pays, une nouvelle culture, 4 mois après mon arrivée en plein hiver, avec un travail. Et c'est devenu un peu métro, boulot, dodo. Travail, routine. Et le soir, je rentrais et je me retrouvais à regarder la télé ou je dirais à ruminer un petit peu mon état, et bien sûr, avec le balancement, est-ce que je rentre en France ou je reste au Québec? Et en fait, c'est une émission sur le bouddhisme qui m'a révélé les principes du bouddhisme et de la méditation. Et la personne qui exposait, qui parlait du bouddhisme, était entre autres Mathieu Ricard, qui est aujourd'hui très connu, moine bouddhiste, philosophe et en même temps docteur en neurosciences. Et cette personne amenait justement la convergence de la philosophie de vie pragmatique du bouddhisme au quotidien avec des aspects très concrets à travers son approche scientifique. Et je me suis intéressé donc vraiment à cette notion du bouddhisme, à cette philosophie de vie, et j'ai découvert à travers cette initiation au bouddhisme pas juste les enseignements et puis l'aspect, on pourrait dire religieux, mais plus la philosophie de vie pragmatique et une plus grande conscience de soi et une plus fine conscience de soi. Et progressivement, en quelques mois et quelques années maintenant, ce que je continue, et j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui les principes fondamentaux du bouddhisme, au pragmatique, ce qui est apparu, c'est qu'en fait, à travers ce cheminement et cette pratique de méditation, et en fait un retour à soi, justement la redécouverte de ce soi et de ce qui nourrissait ce soi intérieur, et donc progressivement, j'ai négocié un départ dans mon entreprise dans laquelle je travaillais de télécommunications. Grâce à mes économies, puis merci au travail qui était réalisé, donc tout est bénéfique, je ne regrette aucunement ces 15 années de travail. J'ai pris un congé sabbatique. Je suis parti au Népal plusieurs mois, rencontrer Mathieu Ricard. J'avais des questions liées au bouddhisme, liées peut-être à une vie monastique, plein questionnement, en pleine ouverture. Et en fait, ce voyage, ce questionnement et cette démarche, toujours en lien avec ce qui m'aspirait profondément, en quête de nourriture intérieure, m'a amené à une plus fine conscience, connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment l'un des éléments clés, fondamentaux, qui a permis, je dirais, d'orienter par la suite, au fur et à mesure de l'expérience et du voyage. Ce voyage, il n'était pas programmé, il y avait un cap, une direction globale, mais pas un but défini. Et je me suis donné l'ouverture d'aller avec cette intuition, parce que ce que je connaissais déjà ne me satisfaisait plus. Donc, ce que je connaissais ne pouvait pas répondre à ce qui me manquait. Et ce qui est apparu, c'est de me diriger vers un inconnu, vers quelque chose d'autre, avec l'espoir, l'espérance, l'envie d'y découvrir ce qui me manquait et ce qui était présent au fond de moi, mais que j'ignorais. Et donc, je suis passé ce que j'appellerais d'un état
non-conscience. Et pour moi, c'est très bénéfique, hein, la non-conscience, hein, dans le sens où tout ce que l'on fait sert. Hein, et à un moment donné, j'ai senti une sorte de manque. Et je suis passé d'un stade de non-conscience et progressivement à un stade, je dirais, plus conscient. Et ça continue encore. C'est la question que justement j'allais te poser là. Comment ça s'est passé ce changement par rapport justement à cette vie qui était une vie très très récurrente, hein, un métier métro boulot dodo, et à cette vie où tu pars au Népal, hein, tu rencontres en effet Mathieu Ricard, puis tu chemines par rapport à ça. Ce changement, comment ça s'est passé? Alors, je dois t'admettre que ce changement a été au début très perturbant parce que il y a changé et changé. Hein. Changer de voiture, changer d'ordinateur, bon bah on change Ouais, d'environnement, on ça c'est s'habitue plutôt aux simple. touches, ça prend quelques minutes ou quelques jours et puis on s'y adapte. Changer de vie et se retrouver et se reconnaître en tant que personne, c'est très perturbant parce qu'on quitte des repères bien établis, ancrés en nous depuis des habitudes, depuis des années, pour aller vers quelque chose qui est nouveau. Et là, c'est très perturbant. Quelques semaines avant de partir au Népal, et pourtant j'avais quand même déjà quarantaine d'années, euh, je peux te dire que j'ai ressenti la peur, des frissons, un malaise intérieur, parce que je savais que j'allais quitter quelque chose que je connaissais pour aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais. Alors certains appellent quitter sa zone de confort, et pour moi, ce que j'appelle plutôt ça, étendre sa zone Ouais. de confort. Hmm. On a déjà parlé dans d'autres Ouais, et interviews. j'adore cette phrase-là. Oui, effectivement, la peur était ressentie. Oui, j'étais perturbé et en même temps, je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc en fait, c'était une ouverture à quelque chose d'autre et un élan de foi, un saut vers l'inconnu. Mais c'est pas un saut sans élastique ou sans filet. Ouais. Même toute une expérience qui est là. Et je savais que bon, il y a quand même un confort monétaire qui était là, une sécurité Hmm. financière. Il y avait une expérience de vie. Et en même temps, c'est vrai que cette expérience de vie, elle était perturbée. Donc les éléments clés, comment ça s'est passé? Ça a été effectivement un acte de foi, mais surtout un acte de foi en lien avec une authenticité intérieure. De reconnaître que quelque chose ne me correspondait plus. Et ça, ce qui ne me correspondait plus, ça ne veut pas dire que je ne pourrais plus le refaire, mais en ce moment, à cette époque, je ne voulais plus continuer à vivre ainsi. Hmm. Simplement de le reconnaître. Et maintenant, par rapport au moment où c'est reconnu, quel moyen j'ai pour faire autre chose? Et donc étendre cette zone de confort. Et ça passe effectivement par une période de perturbation. Et quand je suis arrivé au Népal, ben une fois sur place dans l'expérience, en fait, la peur, elle est souvent projetée. Hmm. Quand on est vraiment dans la situation, on a une capacité d'adaptation et d'adaptabilité incroyable en fait. Alors pour chacun, elle est plus ou moins rapide, c'est ok, et en même temps, elle est tout le temps là, elle se manifeste. Comme là, dans cette interview qui est en live, je ne sais pas ce que je vais dire dans la Hmm. prochaine minute, et en même temps, au moment où je le dis, quand je suis vraiment pleinement présent à ce qui se passe, à toi et l'expérience, ça se passe. Hmm. Après, je peux y penser, ou quand je me mets à y penser, là, je peux avoir peur. Mais au moment où je suis avec toi, pleinement avec toi, eh bien, ça se passe bien. Et ça, c'est la deuxième clé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et puis Eckhart Tolle a eu beaucoup de succès à travers son livre Le pouvoir du moment présent. Hmm. Quand on est vraiment pleinement présent à ce qui se passe, on peut être effectivement perturbé, mais ce n'est pas une peur paralysante qui vient nous bloquer ou Ouais. nous restreindre. Ok, je suis perturbé, ok, j'ai du trac, ok, il y a de l'émotion, et en même temps, je sais que c'est là et c'est ce que j'ai à vivre et je vis ce que j'ai à vivre. Hmm. Effectivement, ce voyage, il a duré quelques années. Il s'est prolongé, donc un voyage de 3 mois au Népal, un retour à Québec. Ensuite, je me suis, par une personne, une amie qui m'a conseillé d'élargir encore mon horizon, je suis allé me faire coacher. Je connaissais pas le coaching Ouais. ou juste le coaching sportif. Et j'ai découvert l'approche du coaching, l'accompagnement pour mettre à jour des propres ressources intérieures. Et ça a amené encore d'autres horizons. Et ça a renforcé et nourri cette conviction et ce sentiment de satisfaction intérieure. Et j'ai adoré ça. Comme j'ai adoré l'approche, j'ai suivi mon intuition, encore une fois. Hmm. Et je me suis fait former, j'ai suivi tout le cursus de formation pour devenir coach professionnel. Sachant que pour moi, ce n'était pas la finalité, le coaching professionnel. Ouais. Oui, je l'exerce, j'en fais, mais pour ma part, ça s'inscrivait dans le cheminement de développement et de connaissance de soi. Et le coaching a été une approche, et reste une approche merveilleuse, magnifique, qui vient se compléter totalement sous un autre angle avec le bouddhisme, qui est une connaissance en conscience plus Hmm. profonde, avec d'autres moyens, d'autres outils. Et les deux conjugués aujourd'hui
m'amène à pratiquer ce que j'appelle une approche de coaching d'impact, un coaching en conscience, un coaching d'impact en conscience, pour amener les gens à réaliser bien sûr leur intention, leur objectif, mais par quels moyens? Par les moyens bien sûr de l'approche traditionnelle du coaching et aussi une approche plus profonde de connaissance et de conscience de soi. Cette conscience de soi, aujourd'hui, quels que soient les domaines d'activité personnels et professionnels, c'est un élément, un socle fondamental pour se réaliser pleinement. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Moi j'aimerais savoir par rapport à tout ton cheminement de vie, qu'est-ce que tu retires de ce choix de vie? Maintenant que tu as quand même du recul, que tu as Ouais. vécu différentes choses, qu'est-ce que tu en retires? Alors déjà, la première chose, c'est que je ressens que ce cheminement, quel qu'était son parcours et sa durée, euh, je ne ressens aucun regret. Et ça, c'est important de le reconnaître parce que, comme tu le sais, il y a plusieurs études qui ont été faites. Quelles sont les trois premières choses que les gens ont Ouais, quand leur mort arrive? Il y a plein d'études et pour plusieurs personnes, la majorité, c'est de n'avoir pas fait ce que j'avais envie de faire. ouais, Alors, autant j'ai un idéal de vie, et ça reste un idéal de vie qui n'est pas encore réalisé, c'est un cap. Hein. Alors, pour certains, ça va être vivre au bord de la mer, avoir une famille, ainsi de suite. Mais en tout cas, les actions sont là. Mais ce qui est le plus important pour ma part, c'est que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, quelle que soit ma durée d'existence, puis on ne sait pas quand ça va finir, je n'ai à ce jour aucun regret avec ce parcours qui est le mien. d'accord. J'ai apprécié tout ce que j'ai vécu. Et je mets un bémol dans le sens, je relativise, apprécier, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été euphorique tout le temps. Et là, C'est c'est le ça, ouais. piège. Là, je vais vraiment enlever un voile de il faut rester joyeux, c'est super. Non, ça n'a pas été super tout le temps. Ça a été difficile, il y a eu des peurs, il y a eu des Ouais. doutes, il y a eu des moments de perturbation. Et en même temps, ces moments, ils ont été traversés. Et aujourd'hui, j'en ai la satisfaction de les avoir traversés. Hmm. Et j'en ai appris énormément. Et ça me permet aujourd'hui d'accompagner et de mieux comprendre les personnes qui le souhaitent et de leur offrir des raccourcis, même s'il y a un temps nécessaire d'adaptation, un temps nécessaire de transformation, unique à chaque personne. Aujourd'hui, toute cette expérience et cette expertise, ça me permet de la transmettre, de pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Et je n'ai aucun regret et je me sens très, alors, satisfait, mais en gratitude de ce parcours. Hmm. Et je me rends compte que ce parcours, il est unique à chaque personne. Et il n'y a aucune, ce n'est pas une question de distance, de durée. C'est plus une question de, est-ce que c'est pour moi correct? Est-ce que je me sens vraiment aligné avec ce que je fais? Est-ce Hmm. que ça me correspond vraiment? Et j'apprécie, ça me nourrit ce que je fais. Hmm. Et on peut se nourrir de doutes, de peur, d'inquiétude, en même temps qu'on peut se nourrir de satisfaction, de succès, bien sûr, et de pleine réalisation. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, hein, le fait de ne pas avoir de regrets, mais tout n'a pas été euphorique, et c'est ce que tu disais. Il y a eu des Ouais. moments qui ont été moins faciles que d'autres, mais quoi qu'il en soit, ça sert d'expérience, et puis c'est quand même positif quelque part. J'aime beaucoup l'approche que tu en fais. Euh, Par rapport encore à ce que tu as vécu, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, Ouais. on va mettre à profit ça. Est-ce que tu pourrais te donner quelques clés, une, deux, trois clés sur ce que tu as pu apprendre, ce que tu as vécu, et puis ce qui t'a servi et ce qui pourrait servir justement aux auditeurs qui nous écoutent? Alors, la première clé, c'est vraiment d'être présent à à ce qui se passe en soi, en fait. Bien sûr, on peut être très sollicité, et on est très sollicité par l'extérieur. On peut être conseillé, et on est constamment influencé par l'extérieur avec des très belles intentions. Hein. Fais ceci, va apprendre ceci, ouvre-toi à cela, pense cela. Ok, c'est bien. Et c'est vrai que c'est inspirant et ça peut être un déclencheur. Maintenant, toutes ces sollicitations intérieures ne sont que des sollicitations, pardon, extérieures. Ce qui est le plus important, la première clé, c'est tiens, comment je me sens moi et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Hmm. Alors certains vont appeler ça de l'égoïsme, mais ce n'est pas de l'égoïsme juste je le fais pour moi et c'est juste pour moi et les autres ne comptent pas. Je le fais pour moi, pour m'épanouir et de cet épanouissement, de toute façon, les autres vont en bénéficier. Ma conjointe, les amis, la famille et ce que j'ai envie de donner au monde. Et comment j'ai envie de vivre ma vie? Dans une caverne, ok, Hmm. c'est correct, si c'est ça. Et puis en fait, dans cette caverne, je n'embête personne, donc c'est Hmm. ok.
Ou est-ce que j'ai envie de vivre une vie plutôt publique ou de servir et de proposer aux personnes une expérience, une expertise pour faciliter le bien-être commun? Et c'est propre à chacun, chacun sa voie. Donc, le premier conseil que je donne, c'est de vraiment de poser son attention à ce qui nous anime, ce qui nous nourrit. Est-ce que ce que je fais me nourrit? Mais une nourriture pas juste physiologique, mais une nourriture en termes d'épanouissement, de satisfaction et de bien-être. Ouais. Le travail que je fais, est-ce qu'il me porte, il m'épanouit? C'est se ramener en fait à soi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour nous? Première clé, c'est se ramener à soi. Et pour se ramener à soi, c'est de prendre un temps Ouais. avec soi. Alors ce temps, il peut être à travers un journal, il peut être à travers de la méditation, à travers du coaching, à travers une discussion ou un échange, mais un échange avec soi profondément. Tiens, ma vie aujourd'hui, ok, je fais ceci, je fais cela, j'ai ceci comme confort. Comment je la vis et comment elle me nourrit cette vie? Mmh. Est-ce qu'elle m'épanouit autant? Première question, ça peut être un questionnement, ça peut être un échange. Est-ce qu'elle me nourrit autant et vers quoi j'ai envie d'aller? Mmh. Et pas seulement un quoi matériel, mais un quoi en termes d'attitude, de comportement, en termes d'identité. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir Ouais. dans 5 ans, dans 10 ans? Donc c'est se poser en fait des questions qui se ramènent à vraiment qu'est-ce qu'on veut réellement au final, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on veut réellement et comment je le ressens? Parce que Ok. le mental, il veut plein de choses, Ouais, ça évidemment. c'est Il sûr. veut Ouais. être célèbre, riche, bon ça c'est l'idéal. Mmh. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être riche et célèbre ou plutôt vivre une vie Mmh. heureuse, épanouie? Et cette vie épanouie, est-ce que je veux la vivre plutôt en relation avec des gens? Et quel type de personnes? Des handicapés, des personnes âgées, des enfants? C'est ça, c'est le questionnement. D'accord. Plus d'aller avec. Et là, ça va s'orienter de fait. Ok. Et une deuxième clé aussi peut-être? Alors, la deuxième clé, c'est de se mettre en action. L'action. Ça c'est important, hein. Ouais, l'action, alors bien sûr, se poser des questions, c'est une action, mais une action de comportement. Mmh. Pourquoi? Dans l'action va se révéler toutes les potentialités. Et dans l'action va se révéler notre capacité d'adaptation et va aussi être un indicateur direct de tiens, ça, ce que je fais, ça me plaît, ça me nourrit ou ça me plaît pas. Je peux penser à plein de situations, je peux visualiser de situations où mon idéal de vie, oui, je vais être conférencier, je vais parler de telle manière à telle personne, ou je vais vivre avec une femme magnifique. Ok, c'est bien beau, mais si je reste sur mon fauteuil, Ça sert pas à il y a de grand-chose. chances qu'une femme magnifique va venir toquer à ma porte, ou je vais la croiser à l'épicerie. Ça peut arriver, mais combien de chances y a-t-il? Mmh. Et comment je vais vivre cette attente aussi? Alors que, tiens, j'ai envie de vivre une relation épanouie avec quelqu'un, d'être en contact avec les autres, ben, ok, par quoi je commence concrètement? Alors si je suis un peu timide, je peux aller me former, prendre des formations, me renseigner avec des centres Mmh. pour mieux communiquer. Si je suis déjà un bon communicant et à l'aise pour communiquer, quel lieu j'ai envie de fréquenter? Et quels moyens je me donne pour aller fréquenter ce lieu? Et même si j'ai de l'argent ou pas de l'argent, il y a des lieux avec des rencontres gratuites, d'échanges, de partage, des centres communautaires, de loisirs. Ce n'est qu'une question d'option. Mais quels moyens je me donne en action et quelle est la première action toute simple que je puisse faire qui me rapproche de Mmh. mon intention? Ouais. Superbe clé, en effet, passer à l'action. Donc première clé, introversion, savoir ce qu'on veut réellement par Ouais. rapport à soi. Deuxième clé, passer à l'action. On a le temps pour une troisième clé, si tu veux bien nous en donner Oui. une, parce que j'adore les clés que tu nous donnes. Alors, l'action et ensuite, dans cette action, rester authentique avec soi-même. Je fais quelque chose, même si j'y ai mis beaucoup d'énergie, même si j'ai mis beaucoup de cœur, et je sens que au bout d'un moment, c'est pas tout à fait ça. Alors il y a le côté constance, persévérance, mais après ne pas confondre persévérance et puis euh, effort contraint, se contraindre à parce que tiens j'ai investi 1000 $ ou j'ai investi Ouais, 2 semaines ou 2 mois, ben, puisque j'ai fait ça, il faut que je continue. Le il faut. d'accord, ok. Est-ce que ça me nourrit, ça, ce que je fais? Et s'autoriser, donc la troisième clé, c'est s'autoriser à changer et s'adapter Hmm. ou à chercher quelque chose d'autre. Alors, le piège, c'est la fuite. Tiens, j'essaye une minute ou deux, ou une journée ou deux. Ah, c'est difficile, alors je change. C'est normal que Un peu de quand on commence persévérance, ça à ferait du bien, oui. un peu de constance, de pratique, et là, dans cette pratique, encore une fois, en authenticité, revenir à soi, tiens, et de repérer ce que ça évolue plutôt Hmm. dans le sens de l'épanouissement, ça me fait du bien, je découvre la chose, ou bon, j'ai essayé, c'est ok, mais
Bon. Hmm. Et c'est là où, en toute authenticité, bon, je peux me donner encore un peu de temps, et puis quel temps Ouais, je me donne pour continuer l'action. Puis au bout d'un moment, si c'est pas ça, c'est pas ça. ouais, On a le droit de changer et on a le droit de chercher. Et c'est une quête qui prend un certain temps. Et pour ouais, ma part, elle a pris beaucoup de temps. Et ce rythme, il est propre à chacun. ouais. Et Et, aujourd'hui, toute cette expérience et cette expertise, bah, je propose justement de la condenser en respect du et puis de rythme la de la partager. Ouais. personne. Voilà, et de la On, partager. Parce qu'il y a quand même des mécanismes fondamentaux qui apparaissent. on Justement, cette va, notion de piège. On va y venir justement à ça. Là, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Donc, ces trois clés, hein, introversion, savoir ce qu'on veut, passer à l'action et puis se donner le droit de changer, tout simplement. Et Exactement. puis de reboucler, en fait, et de Et de revenir sur la bonne reboucler. clé. Ok. Exactement. Merci pour ces trois clés. Maintenant, quelle est ton actualité à venir? Alors, mon actualité à venir, donc, je me suis lancé donc dans ce que j'appelle le leadership conscient et la pleine conscience. Je lance des formations professionnelles aux intervenants, aux coachs professionnels, aux professionnels de la relation d'aide, psychologues, thérapeutes, pour intervenir en pleine conscience. Alors, intervenir en pleine conscience, c'est intégrer les apports de la pleine conscience Conscience? pour justement générer plus d'impact avec les personnes accompagnées à travers la qualité de la relation, à travers une nouvelle forme d'écoute, à travers le développement de la maîtrise de la relation d'aide, pour justement déceler plus rapidement, plus facilement les enjeux de l'accompagnement, de ce qui se passe dans la relation avec la personne, pour l'amener encore plus facilement et plus rapidement à ce qu'elle souhaite. D'accord. Donc là, c'est une formation que tu lances. Oui, le 23 et 24 avril 2016, ça sera à Montréal, au mois de juin au Québec, et je vais la diffuser aussi en France à travers des ateliers et des formations. D'accord. Ensuite, je donne des ateliers mensuels de méditation Ouais. et j'accompagne des leaders, des gestionnaires en conscience pour développer leur leadership en conscience. Et ça, que ce soit au Québec, en France, avec Skype, et de plus en plus de personnes me demandent justement d'intervenir et de les accompagner dans une meilleure conscience d'eux-mêmes pour performer autrement, différemment et en équilibre, et les amener aussi à développer des nouvelles compétences par eux-mêmes, des nouvelles ressources de leadership. Mm. Alors le leadership, il peut être bien sûr intégré en entreprise et il peut être par rapport à soi. Et pour ma part, ce que j'appelle le leadership conscient, c'est la capacité de s'auto-déterminer ce qui est nécessaire pour atteindre mes objectifs. On arrive vraiment à la fin de Ouais. l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres actualités, vraiment de façon très rapide, ou est-ce qu'on a fait le tour justement de tes actualités? Alors en termes d'actualité, c'est OK, Alex. Et puis Ok, ensuite, c'est plus pour les informations, si les personnes souhaitent voilà. plus d'informations. Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous donner les sites sur lesquels on peut aller avoir des informations justement sur tout ce que tu viens de nous dire? Alors, le site principal d'information, il y a plein de ressources gratuites, c'est olivierguérin.ca, donc www.olivierguérin.ca. Et pour ceux qui en souhaitent de l'accompagnement mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir se l'offrir, il y a une deuxième ressource qui est coachingequitable.org, www.coachingequitable.org. Alors, la première ressource, olivierguérin.ca, il y a des ressources gratuites à télécharger, que ce soit des astuces pour le leadership conscient, revenir à soi, pleine conscience, et l'accompagnement professionnel et toutes mes activités. Il y a une infolette gratuite qui est diffusée aux 2 semaines. Et pour les personnes qui veulent spécifiquement du coaching et qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, Coaching coachingequitable.org, Club. c'est un réseau de professionnels et on offre 5 séances à un tarif très modique à des personnes qui en ont besoin. Wow, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup coaching équitable et je le suis régulièrement. Olivier, ça se termine, ça a été très rapide. Je te remercie beaucoup. De toute façon, on va se revoir justement pour l'émission concernant ton livre. Et donc, ça va être d'autres moments. Et puis, on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, à très bientôt. Merci Alexandre et très belle fin de journée. À très bientôt. Merci.